Bonjour tout le monde, bonjour le collaborateur, collaboratrice, bonjour les membres de la presse. C'est toujours un plaisir pour nous trouver présents pour sa lutte qui tenait nous à cœur. C'est une lutte qui est vraiment pas facile et moi me dire que c'est une lutte qui tout le temps continue. Donc voilà, je vous présente d'abord un intervenant, citoyen Marie-Noël ainsi que moi-même. Aussi, moi je représente également la plateforme L'Union Femmes qui me voudrait dire aujourd'hui il y a une plateforme plus d'information et de sensibilisation qui nous servit sur les réseaux sociaux afin de conscientiser la population et aussi Bandimoun qui passe à travers un souci par rapport à la violence domestique. Bienvenue également à SOS Femmes, Passerelle et ses partenaires de l'île de la Réunion, elle, la commission femmes de Dimois et Ni Onja de Madagascar. Et aussi, vous souhaitez saluer le soutien de Genderlinks, Anouchka Virasormi, qui peut soutenir nous, mais qui n'a pas réussi à déplacer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 10 décembre, aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une violation des droits humains qui est répandue à travers le monde et nous avons dit aussi qu'il bien touche nous ici dans Maurice. Depuis quelques mois, en 3 mois, nous connaissons une vague de féminicide et pour nous, c'est une des plus grandes violations des droits de la femme. Et c'est pour ça qui nous l'a dit. C'est une violation qui reste quand même dans l'impunité, la violence domestique. Bien souvent, il reste dans l'impunité, il reste dans le silence et il y a aussi le problème de la stigmatisation qui, voilà, la société lui-même, il fait en sorte qu'il ait un regard sur la femme, une société patriarcale dans laquelle nous vivons et toute sa pression de la part de la société-là, il fait qu'une femme se reste en retrait, ne pas venir de l'avant, ne doit pas respecter. Et c'est pour ça qu'il nous choisit, ça date le 10 décembre là, symboliquement aujourd'hui, pour CAV lance la plateforme Stop Violence contre Femmes. Catherine, je vais te prendre la parole là. Parce que je sais qu'on a un petit peu de retard et je sais que je ne vais pas non plus bloquer tout le monde. Donc, juste pour faire short, c'est vrai qu'on a eu, comme Catherine le dit, une vague de féminicide et les citoyens comme nous se sont mobilisés, on a suivi des ateliers, on a consulté les ONG et qu'aussi nous fait une fin de marche le 26 octobre qui vient, bon, c'est comme ça, avec une demande qui est bien spécifique. Donc, tu peux demander l'institution d'une cellule au Prime Minister's Office pour qu'il lit personnellement, il engage ce gouvernement pour lutter contre la violence contre les femmes. Il demande aussi qu'il y ait un poste de police, une gender friendly, et qu'il y ait aussi la création d'une cellule spéciale. Il demande aussi une infrastructure, un moyen financier, pour que l'État investisse dans un halfway homes, et aussi nous demandons une création d'un domestic violence school. Aujourd'hui, que nous arrivons, c'est de trouver que, comme Catherine dit, c'est une plateforme Union Femmes, mais nous trouvons qu'il y a important qui nous quitte Facebook et qui nous vienne vers une plateforme qui existe, qui est une initiative citoyenne. La plateforme, aujourd'hui, nous choisissons ce nom bien spécifiquement, c'est plateforme Stop Violence contre Femmes, parce que c'est ça qui nous peut lutter. C'est ça qui nous peut lutter, cette violence qui avant le féminicide, avant l'acte de tuer. Cette violence qui s'installe pendant des années, Catherine connaît ça, beaucoup de monde connaissent ça, la violence qui s'installe.
et qui fait nous trouver qu'il est important qu'il nous fait une plateforme qui à la fois regroupe citoyens et ONG, parce que pendant 40 ans, nous avons l'impression que problème domestic violence, il ne prie pas différent du monde, mais isolé, de façon isolée. Aujourd'hui, ce qu'il nous peut demander, c'est que nous peut demander la création d'un écosystème solidaire, déterminé, pour qu'il nous capable de lutter de façon plus efficace contre les violences faites aux femmes. Donc, un écosystème dans lequel, évidemment, il y a le gouvernement, la justice, les citoyens, les ONG et le législatif. Donc, c'est vraiment un écosystème qui nous a envie de créer aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette plateforme-là regroupe citoyens et ONG. Nos rôles, pour certainement pas pour substituer nous aux ONG qui font un travail formidable sur le terrain, bien clair, nous dans une mission de plaidoyer. Parce qu'il faut amplifier la voix des ONG qui sont en train de travailler sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important. ONG, c'est qui emballe, nous emballe depuis plus de 20 ans, c'est qui peut dire depuis 20 ans, nous avons couvert les mêmes affaires. Donc, nous sommes capables d'amplifier et nous sommes capables, en tant que citoyens aussi, jouer nos rôles. Jouer nos rôles de citoyens, pourquoi? Parce que nous contribuons à l'économie de ce pays. Parce que les femmes sont 52% de la population et 50% de la force économique de ce pays. Et que nous votons, nous payons taxes. Donc, à ce titre, nous sommes capables de nous la voir sur une question qui est aujourd'hui une cause nationale pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle la plateforme se fera surtout une plateforme de plaidoyer. C'est très important. Nous saluons au passage ce qui n'arrivait un peu entre septembre et octobre, parce qu'il arrive quand même un fait positif. Nous saluons au passage le fait que le Premier ministre ait respecté son engagement qu'il s'y prend dans cette campagne électorale pour instituer un High-Powered Committee. C'est extrêmement important parce que c'est une ligne qui a bougé. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire ce High-Powered Committee là parce que nous avons rassemblé 9 ministres sous le Prime Minister's Office, sous l'égide du Premier ministre. Ça veut dire que nous considérons, nous qui sommes citoyens, que c'est un engagement personnel de ce gouvernement-là de look into un dysfonctionnement qu'il y a dans la prise en charge des personnes qui sont victimes de violences. Nous comptons aussi que le mandate de ce High-Powered Committee est bien clair. Il assess the current state of affairs et il assess le legislative framework et le enforcement. Il assess. Nous échappons un peu au cliché que l'on a généralement quand on monte des comités. Nous pouvons faire belle ambition, belles affaires qui sont irréalisables. Là, ce comité a un mandate bien clair qui vient évaluer et analyser que de problématiques. Donc, nous estimons que le gouvernement prend un engagement personnel et que le Premier ministre engage son gouvernement dans cette lutte. Et ça, c'est une première chose qui bouge. Nous avons 14 femmes au Parlement aujourd'hui. C'est une force. Évidemment, ce n'est pas assez. Nous sommes contents qu'ils soient plus nombreuses, mais nous avons 14 femmes au Parlement. Et nous espérons surtout qu'ils soient capables d'agir above party politics. La violence envers les femmes est une cause nationale qui dépasse tous les clivages politiques. Et ça, c'est le message qui nous a passé. Ensuite, il y a un gender caucus qui est reconstitué. Donc, au niveau du gouvernement, nous pensons qu'il y a quand même trois initiatives qui sont extrêmement importantes et qui nous espéraient pouvoir une bonne partenaire avec nous. Nous demandons surtout, en termes que sur la plateforme, nous demandons surtout qu'il y ait une passerelle de communication entre ces institutions, ces instances, High-Powered Committee, les 14 femmes, le Gender Caucus, pour qu'ils nous capables aussi formuler nos bonnes propositions. Parce que la plateforme fera du plaidoyer et sera aussi force de proposition. De façon très positive, comme on nous saluer le fait qu'il y ait un High-Powered Committee. Nous trouvons qu'il y a 9 ministres dedans. Nous avons suggéré de façon très positive que le Premier ministre inclue dans ce High-Powered Committee le ministre des Finances. Parce que c'est, à notre avis, celui qui manque, parce qu'il faudra aussi que l'État investisse et donne des moyens pour lutter contre la violence faite aux femmes. Que l'État se revoie un peu son investissement dans cette lutte et se dise où est-ce qu'il faut que je mette mon argent et comment je peux encore mieux armer les ONG sur le terrain, à mieux faire face aux problèmes. Nous pouvons demander une création, disons, d'une force policière spéciale pour violences domestiques, ça demandera des moyens. Donc, nous suggérer de façon, comme on nous disait, très positive, nous accueillir High-Powered Committee et nous suggérer de façon très positive que le Premier ministre considère d'inclure dedans le ministre des Finances. Nous prenons 3 axes bien clairs de la plateforme. La vigilance, c'est-à-dire interpeller les décideurs et les enforcers sur l'application du cadre légal, parce que nos points de vue sont bien clairs.
le cadre légal qui existe aujourd'hui pour lutter contre la violence envers les femmes, il est solide, il est, à mon avis, il est bien, mais il n'est pas enforcé, il n'est pas appliqué. Une amendement nous fait, là, nous proposons, nous pouvons écouter par nos ONG, donc nous interpellons les décideurs et les enforceurs sur l'application du cadre légal. L'information, donc sensibiliser, informer. Nous pensons qu'il visait faire beaucoup plus de campagnes sur legal literacy, à la fois pour les victimes, à la fois pour les enforcers aussi, parce qu'il ne faut pas pour un policier connaît bien la loi, parce qu'il va nous trouver façon de traiter de monde. Donc, je ne pas penser, qu'il n'a beaucoup besoin capable de nous refaire un refresher course, mais tout le monde connaît la loi. Ensuite, l'espoir. Pour nous, c'est l'espoir parce que nous avons tant être force de proposition pour trouver des solutions pour la reconstruction de la victime principale et des victimes collatérales, que sont les enfants, la famille, et pour le suivi et la réhabilitation de l'agresseur. Donc, vigilance, information et espoir, ça fait la vie, parce que c'est ce qu'on veut protéger aujourd'hui. Quand on lutte contre les féminicides, c'est qu'on veut protéger la vie. On ne veut plus qu'il y ait de vie qui soit perdue par la violence conjugale et la violence entre partenaires intimes. Nous continuerons à aussi... Merci de nous rejoindre. De l'association. Merci beaucoup. Nous pouvons continuer pour ce une demande, c'est-à-dire par le poste de police plus gender-friendly, création d'une unité spécialisée. Nous demandons plus de moyens. Nous pouvons redemander la mise sur pied d'un domestic violence court. Pourquoi il est important aujourd'hui qu'il y ait une cour de justice qui occupe en priorité tout ce cas-là, et en entendant l'institution de cette cour, il y a une force track pour tout un case de gender-based violence, parce qu'aujourd'hui, on dit capable d'attendre dès 3 ans avant que le case passe, c'est capable de 20 fois pendant ce temps-là. Et notre prochaine action va être bien claire, dès janvier, un atelier de travail pour formuler ces propositions et envoyer ces propositions à toutes ces instances. Mais plus rapidement, plus concrètement, c'est que nous envie renforcer la plateforme avec d'autres citoyens, les médias, les syndicats, les entreprises, les artistes, parce qu'on veut une voix de la société civile qui est plus forte, plus engagée. Et on veut surtout qu'à la fin, nous gagnons un engagement collectif et national pour une meilleure prise en charge des victimes. Ça, c'est notre mission. Je vais maintenant passer la parole à Ambal, qui va nous parler surtout d'un dysfonctionnement. Ce sur quoi, en fait, nous pouvons concentrer nous, c'est nous demande qu'il y ait une meilleure prise en charge des victimes, surtout l'aspect légal. Ambal, vous aussi. Bonjour. SOS Femmes est créé en 1989 pour adresser le problème de la violence domestique entre partenaires intimes d'une relation émotionnelle. Et depuis, nous faisons un bout de chemin. Il y a la loi, il y a aussi maintenant plusieurs acteurs, plusieurs organisations et individus qui n'impliquent dans la lutte-là. Et ça, c'est un bon signe. Mais ça, quand tu travailles dans ce côté séparément. Aujourd'hui, le rôle de la plateforme qui vous lancez aujourd'hui pour une journée mémorable, c'est la journée internationale pour commémorer les droits humains. Donc, nous pouvons faire sa plateforme-là pour qu'il y ait une action concertée parmi tous ces gens-là et justement pour la même direction, pour qu'il y ait une direction et puis formule une demande qui peut collectivement soumise à une autorité, comme Marie-Noël fait dire, qui met en place. Et dans un pays qui nous appelle, qui nous dit une démocratie et qui nous prône les droits humains, quand il y a violence, il y a le droit de la femme. Et malheureusement, une majorité de femmes dans toute la vie, de nous trouver droit à l'ON, une des victimes d'une forme de violence, donc beaucoup. Donc, pour renforcer cet état démocratique, il est important que nous adressions ce problème. Et au fil des années, nous trouvons qu'il y a un dysfonctionnement dans le mécanisme légal, policier et administratif pour venir en aide à sa victime. Par exemple, quand au niveau légal, nous avons une très bonne loi qui a demandé à 4 reprises justement dans le but, parce que la loi est pas statique,
dans qui travaille sur le terrain, formule demande pour améliorer cette loi. Et qui demande encore à améliorer, justement, parce que dans la loi, les pactes préconisent rien pour l'agresseur, juste pour la victime. Et il y a plusieurs ordres. Ce que nous trouvons, c'est que bien souvent, l'ordre-là n'est pas appliqué dans sa totalité. Par exemple, un ordre de protection, nous gagnons. Mais c'est même de plus en plus, ça dépend de nos magistrats. Il y a une uniformité dans l'application de cette loi. Donc, la formation, il manque. Et chacun finit avec chaque magistrat avec ce nombre de valeurs, avec ce principe de vie, il applique la loi. Et il n'est pas possible, parce qu'un magistrat dit non, il ne va pas donner, parce qu'il donne une médiation. Et la médiation, c'est qu'il bien nous faire un undertaking, ça s'appelle dans un jargon undertaking, mais les peines de force légale. Quand madame a fait un problème, il n'y a pas qu'à prendre ça, il y a la cour, il y a la police, il dit voilà, on subit le problème. Donc, une pénalité pas tomber dans ce cas-là. Et puis, un ordre d'occupation qui va donner dans la cour. Parce que l'agresseur jouit de toutes les facilités du droit conjugal et la victime l'idéal avec ses enfants. Et ça quand il est propriétaire et quand il est locataire, il y a l'ordre de location tenancy order qui n'est jamais pas donné dans mon cas parce que quand une tenancy disait aussi émettre l'ordre qui met l'obligation de sa responsabilité vis-à-vis de sa famille là aussi. Jamais nous pas trouvé ça. Donc ça va un dysfonctionnement qui jouait contre la victime. Et au niveau policier, nous toujours encore gain un cas que les policiers pensaient que c'est une affaire famille, ils ont réglé dans la famille, mais quand il y a la violence, il n'est plus le privé. Et là, le droit fondamental qu'un dimanche peut atteindre et les bizarres et là, action. Ou bien, aller encore commencer à se dire, dans ce bizarre and women friendly environment. Encore de ça over the counter, raconte toutes les histoires devant tout le monde, pendant une place privée que du monde est capable de donner ce statement en toute confidentialité. Parce qu'il est quand même sur la vie, ce privé qu'il peut raconter. Et nous avons un policier qui n'est pas sensible à ce problème. Il n'y a pas une question juste légale, mais il bizarre aussi comprendre qui était la violence domestique et comment il a affecté sa dimouna, pour qu'il y ait une compassion pour sa dimouna et elle est là pour lui de l'aide. Parce que la police est là pour venir en aide à un dimoun qui est en danger. Ce matin même, vous faites un dimoun, quand il demande un problème, son voisin il demande police assistance, quand le policier est venu devant la police, le type il dit mon papa est mon territoire et mon médecin dans la tête mon territoire. La police peut-être une menace très très grave que la police pas n'arrête ça dit mon sur le champ, c'est qu'ils ont fait, je prends madame là, je quitte l'ensemble. Et on a un problème aussi administratif. Par exemple, aujourd'hui, nous causons les bizarres causes pour une aide, pour un encadrement, pour une aide qui est là pour une victime. Mais qui nous fait après, quand ça dit mon âme, puis on vit séparer de ce conjoint violent, et qui nous fait pour libérer une survivante de la violence. Nous ne trouvons aucun encadrement. Payant la case pour un dimoun qui dans cette situation-là, et qui peut quitter le conjoint et qui bizarre. Par exemple, le gouvernement bizarre fait, quand il y a un plan de logement, bizarre prend ça en considération. Parce que, bien souvent, surtout ceux qui travaillent au bas de l'échelle, payent les moyens pour gagner sa dépôt là, par exemple, pour être capable d'être éligible à une case décente. Payent, par exemple, d'aide sociale, si un individu peut toucher plus de 7 800 roupies, il n'est pas en droit à une aide sociale. Donc, avec, même s'il gagne 10 000, 12 000, 11 000, comment les faire avec des 3 enfants sur sa âge, payer la case, avec tout ce qui va avec, comment les faire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre cette structure-là en place, qui nous dit, finalement, madame a dit, il n'y a aucun choix qui m'aurait tourné, parce que bien souvent, la porte d'un parent aussi fermée. Et après l'école qu'il fait avec ses enfants, PNA, c'est qu'il nous appelle school care après l'école, ou bien l'aîné qui
qui veillent ou bien les livrer à eux-mêmes. Donc, besoin de mettre une infrastructure en place pour qu'ils nous agissent comme facilitateurs pour que ça soit capable demain de survivants de la violence. Et il a le choix s'il est reconstruire. Et nous besoin aussi guetter maintenant quand l'employeur, bien sûr, encore il a sa réticence pour employer un monde qui a une violence. Quoi qu'il a un chemin, une ferme, il est encore employé parce qu'il ne se pas prendre lui, parce qu'il a besoin d'un jour qui est dans la cour, un jour qui n'est pas bien, un jour qui besoin occuper ses enfants. Pour prendre un monde comme ça, nous besoin bien souvent aller faire un cas, mais c'est presque automatique parce que c'est un monde, tout le monde ici, tout citoyen qui a en âge de travailler, c'est un droit à l'emploi. Vous êtes capable de reconstruire eux. Et un petit peu, on va arrêter là, et puis c'est une question pour revenir. Donc, le point qu'on va souligner, c'est là où les médias aussi ont un rôle capable de jouer. Demander au fait qui fait une occupancy order, une tenancy order, pas appliquer, pas donner dans le ministre. Qui fait un juge, pas donner ça, qui fait un magistrat, pas donner ça. C'est un vrai problème. C'est un sujet peut-être qui nous suggère aux autres, c'est à guetter en fait. Combien de pays qui la loi l'affirmité, qui ont occupancy and tenancy order, ce sont des ordres d'éloignement de l'agresseur. Le problème, c'est que si l'agresseur reste là, la femme là qui arrive. C'est ça la réalité. La femme part, l'agresseur reste sur place. Par contre, la loi prévoit que l'agresseur allait. Occupancy order, tenancy order, sous la correction de Handball. Mais ce sont des ordres qui sont très rarement émis par la justice mauricienne. Donc, plaidoyer qui nous fait, nous, aux médias aujourd'hui, pose pas de questions à un chef juge, pose pas de questions au judiciaire, qui fait ne pas éloigner l'agresseur de la maison, alors que la loi le permet. Donc ça, c'est un premier plaidoyer que nous avons content faire. Maintenant, nous allons passer la parole à Martine Font, qui représente Passerelle. Une pose là les aspects légaux des dysfonctionnements. Elle viendra aussi parler des conséquences humaines, sociales de ces dysfonctionnements. En fait. Quand il y a un dysfonctionnement, quand un policier rejette un individu, retourner que la case et remettre en danger en fait. Il y a un danger quand le policier rejette ou n'intervient pas. Il y a danger après. Donc Martine, je te laisse la parole. Merci. Merci. Donc la violence faite aux femmes peut avoir une multitude de conséquences dévastatrices sur leur santé et leur bien-être à court terme et à long terme également. En ce qui concerne les victimes, il faut aujourd'hui parler de cette violence comme un problème de santé publique, car cette violence a des conséquences graves et considérables sur la santé des victimes. Les conséquences physiques et psychologiques immédiates qui affectent la femme victime de violence peuvent accompagner d'une détérioration de sa qualité de vie dans son ensemble, et ce tout au long de sa vie, ce qui peut aussi avoir une incidence sur sa participation et son engagement dans différents aspects de la vie et de la société. Les victimes ne dénoncent pas ou ne vont pas de l'avant après avoir dénoncé car elles savent que le système n'arrivera pas à les protéger. Cette crainte les empêche de dénoncer ou les emmène à abandonner à mi-chemin. Aujourd'hui, faute de mieux, les victimes doivent se débrouiller. Très peu seulement ont l'énergie, le temps ou même l'argent d'aller chercher un accompagnement psychologique ou même le soutien d'associations spécialisées qui font pourtant un travail remarquable sur le terrain. Il est important aujourd'hui de parler des enfants victimes et non dire qu'ils sont que des témoins. Ainsi, il ne faut pas minimiser l'impact de la violence sur les enfants. Les femmes victimes de viol connaissent plus de troubles anxieux et alimentaires, des phobies, des syndromes dépressifs. Elles peuvent juger leur vie moins agréable, leur sexualité être nettement dépréciée. Elles peuvent rencontrer des blocages pour concevoir un enfant. Les victimes consomment plus de médicaments et développent plus d'addictions que la moyenne. Le stress post-traumatique peut aussi leur causer des fatigues chroniques et des douleurs inexpliquées. Selon l'OMS, les victimes de violences conjugales perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé. Les répercussions sur la santé des mères et des fœtus sont lourdes.
Les risques de fausses couches ou d'accouchement prématuré augmentent de 60%, celui de diabète et de l'hypertension artérielle de 40%. Et au niveau de la société, ces violences ont également un impact économique sur la société. Des recours aux urgences, hospitalisation, soins en médecine générale et en psychiatrie, consommation des médicaments, frais de justice et d'hébergement d'urgence, allocations diverses. En outre, le viol multiple par 4 le risque de passage à l'acte suicidaire. Merci Martine pour cet éclairage. Comme je disais, une plateforme ouverte, nous accueillir du monde. Et je suis content aujourd'hui que nous avons Brigitte Michel avec nous, qui représente l'association Elle. Et surtout, nous connaissons Elle qui travaille sur tout ce qui est la problématique de la toxicomanie. Mais en parlant avec Brigitte, nous nous rendons compte qu'il y a une forme de violence très méconnue dont souffrent les femmes qui sont toxicomanes. Elles aussi, elles sont victimes de violence et ne peuvent dénoncer et ne vont pas vers la justice. Donc je vais laisser Brigitte parler de ça. Bonjour à tous. Les femmes qui consomment des drogues, qui utilisent des drogues, ont souvent des problèmes de violence aussi. Et on a souvent tendance à oublier qu'une femme qui utilise de la drogue, c'est aussi une femme et elle se trouve confrontée à ce genre de problème. Le problème de violence s'applique très souvent aux femmes qui ne sont pas usagers de drogue, qui ne sont pas des travailleuses du sexe, mais on ne pense pas aux femmes qui sont victimes aussi de violences et qui vivent avec un conjoint qui consomme de la drogue et elle-même, elle consomme de la drogue. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la femme qui consomme de la drogue, elle va chercher de l'aide, elle est victime de violence, elle va chercher de l'aide dans les stations de police, elle se fait souvent rejeter ou elle a peur d'aller vers les stations de police, etc. Parce qu'elle est dans l'illégalité, elle n'ose pas dire que voilà, elle consomme avec son conjoint et qu'elle se fait violenter. Donc la femme qui consomme de la drogue, c'est une femme qui est initiée très souvent par son mari, par le partenaire sexuel, et qui est utilisée pour avoir de l'argent, pour être celle qui va ramener de la drogue pour les deux conjoints. Donc c'est une forme de violence qui doit être entendue aujourd'hui. Quand ces femmes ne se font pas écouter dans les postes de police, quand elles portent plainte, elles ne se font pas écouter et elles n'ont pas accès aux services juridiques. Comme les autres femmes qui sont victimes de violences, elles n'ont pas accès aux services juridiques parce que justement elles sont dans l'illégalité et du coup elles doivent continuer à vivre avec un partenaire violent pour qui elles doivent aller chercher de la drogue et donc elles se retrouvent sans ressources. Nous parlons aussi de la violence par rapport au centre résidentiel. Quand une femme est victime de violence, quand une femme qui consomme de la drogue est victime de violence domestique, si elle est sous méthadone par exemple, elle n'a pas accès des fois à un centre résidentiel parce que les centres résidentiels, le personnel n'est pas formé pour accueillir ce genre de victimes. Et souvent, elle se fait rejeter et elle se retrouve à la rue. Donc, on pense qu'il faut qu'il y ait des centres qui soient plus ouverts à ce genre de problématiques. Il faut qu'il y ait de la formation, comme Marie-Noëlle a parlé tout à l'heure. Les centres résidentiels doivent être formés et doivent pouvoir accueillir la femme, même quand elle consomme de la drogue, même quand elle est sous méthadone ou une autre méthode de désintoxication. Bien sûr, on a un centre qui accueille les femmes qui sont sous méthadone, qui est très rigide. Les règles sont tellement rigides, je ne vais pas donner de nom, sont tellement rigides que les femmes y restent 2 jours, 3 jours et puis elles s'en vont. Donc c'est très important de pouvoir trouver un endroit où ces femmes-là peuvent se reposer,
peuvent s'occuper de leurs enfants et nous pensons que c'est important de mettre en place ce genre de centre résidentiel et de revoir les critères par rapport à ces centres. Je voudrais aussi parler de j'accueille aussi la proposition de ce collectif qui propose un écosystème de différentes institutions et sociétés civiles pour travailler sur le phénomène de la violence domestique parce qu'elle est quand même quelque chose, je pense aujourd'hui à plein de femmes qui sont mortes dans le jardin de la compagnie et il y a certaines femmes, les cas n'ont même pas été pris en considération. Elles sont mortes pour rien, personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, je pense que ce collectif peut aider à honorer leur mémoire. Voilà, honorer leur mémoire et à rendre justice à toutes ces femmes. Merci Brigitte pour au moins apporter cet éclairage, c'est important. Je salue Passerelle, Mélanie et Martine qui nous ont permettre à cette plateforme d'avoir une ouverture sur la région par la présence de Didier Souben ici et de Nadine Bachelot qui nous viennent de la Réunion. Didier et Nadine collaborent déjà avec Passerelle sur Maurice et on s'aperçoit évidemment que nous partageons nos îles de la région, nous partageons les mêmes problématiques. Peut-être pas forcément, nous avons différentes cultures évidemment, mais nous partageons les mêmes problématiques et je vais passer la parole à Didier et à Nadine qui vont nous parler peut-être un peu état des lieux de ce qui se passe un peu à la Réunion et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser la force des îles Vanille pour avoir une approche régionale à la problématique de la violence faite aux femmes. Merci Marie-Noël. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir parmi vous, puisque comme Marie-Noël l'a si bien dit, on vient de la Réunion et à la Réunion on travaille déjà sur cette problématique que sont les violences conjugales, les violences envers les femmes. Didier va vous parler plus précisément de ce qu'il fait au travers de son association. Moi en tant que journaliste, je suis journaliste spécialisée dans le judiciaire. Donc ça veut dire que je vis cela au quotidien, pour fréquenter assidûment les bancs de la cour d'assises, donc des féminicides, il y en a beaucoup. Moi j'ai eu ces 3 dernières sessions d'assises, c'était entièrement consacré aux femmes victimes donc, des coups de leur conjoint, de leur compagnon, de leur mari. Et stop pour les violences contre les femmes, oui, il faut dire aujourd'hui stop, il faut stopper parce que c'est un fléau qui gangrène notre société et on ne peut pas continuer comme cela. Et si, vous l'avez dit tout à l'heure et j'aimerais bien rebondir là-dessus, nous ne sommes pas là pour nous substituer aux ONG ou au pouvoir public, on est là pour travailler main dans la main. Et d'ailleurs je lance un message au pouvoir public pour leur dire que dorénavant, il faudra qu'ils comptent sur nous. Ils ne pourront plus travailler sans nous. On est là, on va faire entendre notre voix. En fait, notre voix, c'est la voix de toutes ces femmes qui n'osent pas briser le silence. Et donc nous sommes là pour porter leur voix, nous sommes leur porte-parole. D'où la création de cette plateforme. Et d'ailleurs, merci pour la création de ce collectif, de cette initiative, qui est une initiative citoyenne. Moi, c'est un engagement citoyen. Et donc aujourd'hui, le 10 décembre, c'est à marquer d'une pierre blanche avec la création de cette plateforme. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, puisque vous avez tout dit, vous avez tout balayé. Et c'est vrai qu'il faut que l'on reste vigilant, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis on peut pas rester insensible. Cet engagement citoyen, ça veut dire que ce problème, quelque part, chez le voisin, dans la famille, il y a forcément une femme qui est victime de violences, mais comme elle n'en parle pas, on ne le sait pas. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles à cette problématique. Ça devient presque un phénomène sociétal. Et c'est vrai que moi, de la Réunion, j'ai une certaine vision des choses.
ici, vous avez la vôtre, mais quelles que soient nos différences culturelles, nos différences culturelles, la problématique reste la même. Donc, il faut que nous travaillions main dans la main pour pouvoir avancer, pour pouvoir lutter efficacement contre cette gangrène. Alors, moi, en fait, la question qu'il faudrait que l'on se pose, qu'est-ce que l'on pourrait apporter à notre société? Et apporter à notre société, c'est ça, c'est essayer de travailler ensemble pour lutter contre ce fléau. Et puis, j'aimerais terminer pour reprendre une phrase d'Aragon quand même qui est quand même célèbre, qui dit que la femme est l'avenir de l'homme, mais si on enlève la vie aux femmes, alors quel est l'avenir de l'homme, quel est l'avenir de notre société? Merci. Merci Didier. Bonjour tout le monde, moi je suis Didier Souben du groupement des associations Réunion Maurice Solidarité qui a vu le jour l'année dernière suite à une réflexion de cette association franco-mauricienne de plus de 20 ans d'existence à La Réunion pour l'accompagnement des franco-mauriciennes à La Réunion et en France. Ce qui fait que nous sommes plus de 22 000 Mauriciens sur une population de 866 000 à peu près de Réunionnais. Et nos champs d'action étaient très simples. Après réflexion, on a vu comment mieux desservir et aider les personnes qui viennent pour vivre chez nous, les Mauriciens. Et suite à ça, on a constaté quand même qu'il y a pas mal de cas qui sont anodins, dans le sens où il y a des personnes qui viennent pour se marier et se revoir le lendemain sur la route, victimes de toutes sortes de violences. On a accompagné ces personnes dans un premier temps pour les canaliser vers les différentes associations. C'est bon de souligner que je travaille avec la Croix-Rouge, avec Femmes Solidaires, avec Femmes 954. Ce qui fait que tous les acteurs concernés sont nos partenaires. La préfecture parmi, la région, les communes, qui est tous les mairies, les gendarmeries. L'État et les collectivités. Ouais. Et les gendarmeries, je travaille avec les assistantes sociales de la police, parce que bien souvent des fois nous sommes appelés pour intervenir, même si les cas paraissent se ressembler, mais sont différentes. Hein. Mais quand je vous entends tous, je dis c'est fou que même si les cultures sont différentes, les réalités demeurent les mêmes. Et nous, quand même, dessus, je pense qu'on pourra apporter quand même notre expertise, parce que c'est vrai que chez nous, on a déjà travaillé sur pas mal des axes qu'on a mis en action. C'est pas resté sur juste une réflexion, ni juste sur une proposition, mais ça a été vraiment expérimenté dans l'action avec les différents acteurs. On a interpellé récemment, lors de 2 jours de conférence, où c'est là où on a fait venir Passerelle, c'est interpeller le préfet, le directeur du rectorat, un psychologue, des avocats, des juges. Et c'est ça que je trouve bien. On peut, nous, interpeller des gens pour susciter des questions et des réponses. Et non seulement rester dans un schéma de réflexion, mais rester dans notre bulle, comme tu dis, mais apporter des réponses concrètes. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de cas qu'on a nous-mêmes été sollicités et accompagnés. Merci. En tout cas, ça fait plaisir d'être parmi vous, de pouvoir mieux collaborer, de voir comment nous on peut apporter notre pierre à cet édifice, comme le petit colibri, quoi. Chacun sa goutte d'eau. Chacun a sa contribution. Je resalue donc Lini Couronne de l'association Dis-moi et Nionja. Donc, sorry. Excusez-moi. Donc de la commission Femmes de Dis-moi, donc qui est aussi solidaire de la plateforme. Voilà, donc c'est un engagement que l'on prend en tant que citoyen, en tant que taxpayeur, électrice et être humain tout simplement. On ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. On peut dire en mot? Oui, bien sûr. Il y a devant, Lily. Il y a une chaise pour pas toi. t'entendre. Moi, je suis content dans un premier temps donc saluer ça fait qu'il nous peut ensemble pour un lutte, un combat. Je suis content, mais à la fois, je suis content qu'il nous prend compte, qu'il nous prend conscience dans l'ONG, dans Maurice, qui nous travaille assez difficilement ensemble.
si nous réalisons, si nous savons les bonnes affaires, comment il était. Et pas de façon idéale. Donc, c'est souhaitable parce que sa problématique de la femme, de la violence contre la femme là, c'est une affaire qui, bien sûr, indigne, dis-moi, et nous avons trouvé que plus les temps peuvent passer, plus ils peuvent empirer, plus ils peuvent continuer comme ça. Peut-être si les hommes qui ont ce qualité de problème là, en fait, c'est pour vous plus vite. Parce qu'il ne faudrait pas que nous oublions, nous sommes une société que le Parlement est dominé par les hommes, que le pouvoir est dominé par les hommes, et c'est pour ça qu'il nous peut aller aussi lentement que ça. Donc, moi, pensez moi que la capacité d'indignation de la femme est plus grande que ça. La femme, parfois, c'est trop. Même bien sûr, il y a une femme qui fight, et une femme qui ici, bien sûr, c'est une fighteuse. Mais moi, mon souhait, c'est qu'il nous est un peu plus agressif dans le bon sens du terme. Voilà. Ok? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tu nous dis, Emmanuel, bien clairement, mais il ne faut pas qu'il nous dise, mais occupez-vous à qui ne voter, monsieur magistrat peut continuer faire comment dire, ça n'a pas existé, et nous restons tranquilles, et nous pouvons attendre que l'opération du Saint-Esprit fasse son travail. Donc, pour penser qu'il me disait, soit nous décider de faire des affaires fortes et créer une lettre ouverte au judiciaire, ou une manifestation très forte, etc. Parce que dans sa société que nous vivons là, pas de politiciens que nous rapport de force seulement. C'est ça. Plus nous doux, tranquilles, plus les affaires là pour continuer. Et plus les hommes agressifs et violents. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail, et si plateforme qui a fait ça aussi, un gros travail à faire, même si nous commençons à aller dans certains milieux, de travail avec les hommes. Moi, je travaille souvent avec les hommes, et je remarque que quand les hommes disent aux autres, mais quelle qualité des hommes arrête les autres. Quand un homme dit ça, tu es supposé protéger une femme, tu es supposé accompagner dans la vie et rendre la vie meilleure, mais quelle qualité ça l'autre était, toi? Même si tu trouves violence dans ta famille, toi-même, etc., tu as un travail pour faire toi-même. Il faut que tu prends conscience, avec psychologue, elle prend toi en main. Ok? Donc en gros, c'est ça ce que je voulais dire, moi. Je souhaitais que cette plateforme-là, pas juste le nom, le papier, il y a une plateforme qui est vivante, qui vibrait, qui est là, et qui, après un an, nous retrouvons ici et nous allons dire, ah là, nous faire nous affaires. En tout cas, merci de l'éclairage parce que c'est extrêmement important. On nous dit, nous nous indignés en septembre, octobre, nous nous avons fait un mots là. Et le fait même qu'il n'ait pas fait abandonner, comme si Catherine et moi, nous continuer, faire une ONG, faire une réunion, continuer. Donc c'est déjà une contribution qui m'a à faire. Je suis entièrement d'accord avec le fait que ma ONG, parfois, pas capable de travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que citoyenne, je me dis, trois ONG qui me joignent, c'est Citizen-led Initiative, parce que comme ça, les ONG, évidemment, chacun a ses préoccupations, etc. Mais quand c'est l'aide par les citoyens, ok. Il y a peut-être un consensus à avoir, le terrain est moins donc plus intéressant. C'est pour ça qu'on se trouvait quand même une 5 associations de Calibre qui sont avec dans cette plateforme-là. Et merci plutôt suggestion par rapport au judiciaire, c'est définitivement un plus grand obstacle qui nous peinent pour surmonter, le judiciaire évidemment, la police. Le judiciaire et la police, c'est les deux grands obstacles à surmonter. Et moi, l'engagement que nous prenons, c'est qu'on continue le travail et venir avec une proposition concrète. Comme on nous dit, fatigué causer. C'est pour ça qu'une plateforme bien claire, c'est pour une meilleure prise en charge des femmes qui sont victimes. Ça veut dire que nous payons les failles, les dysfonctionnements, les maillons faibles de cette chaîne de violence. C'est ça qu'on cherche. On ne va pas aller se dire qu'on va aller éliminer la violence. On ne se substitue pas aux ONG. On
se focus uniquement sur ce dysfonctionnement-là. Et par contre, je sais qu'on doit libérer la salle ou laisser les gens poser des questions. Juste si je peux ajouter quelque chose, c'est que dis-moi, en principe, on a 2 pages toutes les semaines avec le défi quotidien. On peut en on donne utiliser à la plateforme quand on veut. Ok, merci. Une page, 2 pages. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre des questions de la presse. C'est pas la première fois que je viens assister à ce genre de plateforme qui démarre, on a vu citoyenne, là, on revend encore citoyenne, j'ai vu politique. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Et qu'est-ce que vous allez faire pour rester ensemble? Parce qu'au bout de 3 mois, 4 mois, ces plateformes-là, généralement, elles disparaissent comme elles sont nées. Qu'est-ce que vous allez faire pour rester, pour continuer ce combat? Moi, je n'ai que mon engagement personnel à donner comme réponse. C'est le fait que je l'ai fait il y a 10 ans. La raison pour laquelle je me retrouve dedans, c'est que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait il y a 10 ans qu'on aurait dû faire? Et je pense que l'approche que nous avons, très pragmatique, très ciblée, dysfonctionnement, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on fait lorsque le protection order n'est pas appliqué? Pourquoi on ne peut pas demander au magistrat, pourquoi vous ne donnez pas de tenancy order, de occupancy order? Pourquoi l'État n'a pas de shelter, n'investit pas de son argent dans les shelters? Une réalité très claire aujourd'hui, on a 4 shelters qui sont des shelters privés financés par l'État, mais au final, première constatation, est-ce que l'État a construit un shelter pour les femmes qui sont dans la difficulté aujourd'hui? Non, on n'a pas. C'est des questions qu'il faut poser. Donc, la seule réponse, c'est mon engagement. C'est l'engagement des personnes qui sont là. Le fait que, j'espère qu'elles aussi sauront nous tenir, qu'on saura se tenir et continuer à poser des questions. Je crois que c'est poser des questions, mais exiger des réponses. Souvent on fait des rapports, on fait des workshops et après, il n'y a pas de suivi. Je crois que nous, on s'engagera à faire le suivi, à les demander des réponses, chercher ces réponses là où elles se trouvent, mais évidemment, on n'a pas la recette magique, c'est juste qu'on a juste notre volonté d'être là, tout simplement. Si quelqu'un d'autre veut répondre. Moi, je dirais que depuis 1989, on est là, on pose se battre contre ce fléau qui affecte les femmes. On a notre engagement, on a notre dévouement et nous sommes pour cette cause, la violence contre les femmes. Et je pense être mélange de citoyens et de ONG, parce que nous sommes pris aussi dans le quotidien avec notre travail. Ce n'est pas un travail évident à faire pour tous les jours avec ces femmes, leur donner une approche holistique de soutien au jour le jour. Et donc, avec nous espérons, nous, que cela nous partira, parce que depuis longtemps, on a parlé avec Catherine de cette émergence d'une plateforme pour pouvoir travailler ensemble, au lieu de travailler chacun de son côté, surtout que nous prenons, quand nous travaillons avec les victimes, nous sommes, comme dirait, les casualties. Mais on ne peut pas avoir, nous concentrer, nous battre, comme Néné vient de dire, dans cette démarche d'avoir une campagne agressive. Par exemple, dans la conscientisation même, nous ne pouvons pas, nous le commençons et puis nous sommes pris par notre quotidien. Donc nous espérons que maintenant, avec cette dynamique de toutes les parties, on pourra maintenant, ce sera un travail collectif pour pouvoir aller de l'avant. On a parlé d'engagement collectif. Moi, je voudrais rajouter, pour répondre à votre question, qu'il y a certes la dynamique de cette plateforme, la dynamique de toutes les personnes que vous avez autour de la table, mais nous avons besoin de vous aussi, journalistes, pour relayer nos actions. Si vous n'êtes pas derrière nous, effectivement, à un moment, la plateforme, elle va vivoter et elle ne pourra pas aller plus loin. Moi, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, souvent nous remarquons que l'engagement citoyen, on utilise un peu comme ça avec Marie-Noël, nous remarquons qu'il y a à un moment donné un essoufflement. Pourquoi ça? Parce que, bon, tout le monde est dans cette occupation quotidienne, mais ce qui nous a rendu compte, et c'est là que nous sommes vraiment éveillés la conscience citoyenne, ce qui nous a réalisé, c'est que la violence domestique est bien souvent un mal silencieux. Ce n'est pas nécessairement comme pas
dans le cas, dans le fait divers, c'est pas nécessairement quand nous parlons de meurtre de femmes, de féminicide. C'est pas nécessairement quand nous parlons de ça. Là, pour le moment, nous pas prétendez, pas veut dire qu'il n'a pas existé. Donc, mon pensée que nous devons rester aware, nous devons rester quand même à l'œil que, voilà, il y a des affaires qui restent, c'est un problème qui reste là, et nous ne devons pas endormir nous sur le problème. Est-ce que quand vous, médias, est-ce que vous faites des émissions consacrées à ces violences faites aux femmes? Oui. C'est déjà pas mal. Je veux dire, porter haut la voix de ces femmes et mettre sur la place publique effectivement Une des choses que je vois aussi, c'est que souvent on parle beaucoup de la violence domestique à des moments ponctuels dans l'année. C'est des moments ponctuels. Donc l'idée, ce sera définitivement d'en faire un sujet tout au long de l'année. Pas uniquement 8 mars, 23 novembre, 16 jours, donc probablement avec des actions que l'on va tenter de mener. Comme je dis, hein, on n'a que notre volonté, que notre énergie, que notre volonté de s'engager aujourd'hui à côté devant à la table, mais évidemment, on aura plein d'idées. Évidemment, on viendra solliciter les médias. On viendra solliciter les médias parce que sans vous, on ne pourra pas faire remonter des choses. Donc ça, c'est important. Oui, moi si je peux retourner sur ce que monsieur a dit. Il a raison dans un certain sens de dire qu'il faut que ça soit plus cohérent, plus ponctuel, peut-être se rencontrer sur une base régulière, avec un cahier de charges précis de ce qu'on veut accomplir. Ça, c'est ma première réaction. Et puis ma deuxième réaction, c'est qu'il nous faut être modeste. On n'en finit pas avec des millénaires de pression masculine, avec une plateforme, avec ce travail qu'on fait là, c'est peut-être une d'eux, et c'est la vie qu'il faut. Je vais juste répondre aussi en disant qu'on n'a rien dit, qu'on ne se substitue pas aux ONG, etc. Nous sommes en train d'être... Ce que nous faisons, c'est l'État au départ qui devrait le faire. C'est l'État, la justice. C'est vers eux qui, au départ, ont la responsabilité, accountability, les moyens, la responsabilité de mettre en place non seulement le cadre légal, son application, et de faire en sorte que si une femme aujourd'hui, elle a un problème de violence, elle sait, elle appelle le 139, tout passe bien, il y a la police, il gagne sur la justice, il gagne tout. Mais si ça fonctionnait comme ça, comme si on ne serait pas en train de s'indigner. La vraie question à poser, c'est qu'a fait l'État tout ce temps-là? Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de se mobiliser? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de revenir sur la table? Et pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de 8 femmes qui sont mortes? Il y a ces 8 femmes qui sont mortes. Si vous me permettez, une autre question, est-ce que vous attendez, on a un nouveau gouvernement, il y a un discours-programme qui va être lu dans quelques semaines, est-ce que vous attendez beaucoup que dans le plan, je mettrai le plan quinquennal du Premier ministre, ça écrit noir sur blanc? Voilà, ce gouvernement est en début de mandat. J'espère qu'ils vont mettre comme une priorité venir 5 ans après avec de vrais résultats et un vrai changement par rapport à la prise en charge des femmes victimes de violences. Ils sont en début de mandat, donc ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans pour établir des priorités. Ce rapport de comité, comme j'ai dit, est une excellente chose. C'est l'engagement. Son mandat est clair, c'est assess, évaluer. Donc évaluer, take stock et agir et venir avec des propositions. Ils sont en début de mandat. J'espère que ce n'est pas en 2024 qu'ils vont se réveiller et se dire que ah ouais, on n'a pas fait ça. Mais peut-être notre rôle aussi, c'est peut-être de les aider à se réveiller. Je sais que je vais juste parce que la prochaine action. La prochaine action, donc ça va être un atelier pour justement formuler les... Ce soir déjà, il y a un film que l'on passe sur... Si sur... je peux prendre la parole pour vous dire que ce soir, il y a une projection d'un documentaire sur les invisibles qui se fera à Flying de Lou à partir de 17h30. Par la suite, il y aura... suivi d'une conférence débat. Oui, suivi d'une conférence débat animée par Nadine pour exposer un petit peu les idées et avoir des réponses sur les femmes. Parce que ça aussi, c'est un gros problème chez vous. Aussi. Et je pense que l'atelier du travail qu'on fera
ça aussi va nous donner pour écrire le mémorandum pour envoyer au High Power Committee collectivement. Voilà. Parce que les citoyens ont une réalité, ont des réalités, les ONG ont des réalités, les citoyens ont des réalités qu'il faut faire remonter. Ça ne peut pas être tout le temps dans une petite bulle là-bas, telle du gouvernement, et ne pas écouter ce que nous sommes. Donc le High Power Committee sera composé uniquement des parlementaires. Voilà. Donc ce serait bien qu'ils puissent au moins donner cette passerelle de communication.